bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, je vous emmène dans les locaux de So Many Ways, une entreprise qui aide les personnes en réflexion professionnelle à préparer leur nouveau rebond pour pouvoir rencontrer Anaïs, leur fondatrice et CEO. Au cours de notre discussion, vous pourrez nous entendre parler tour à tour, bien entendu, de cohérence dans un parcours professionnel, du besoin de se poser pour pouvoir faire le point sur sa vie, et en dernière partie d'épisode, d'éducation et de la manière dont nous pouvons penser, révolutionner le monde du travail et de l'apprentissage de demain. J'espère que cet épisode t'inspirera et te plaira avant de te lancer toi aussi dans le grand bain d'orientation. On se retrouve à la fin. Bonne écoute! Bonjour Anaïs, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Ça fait super plaisir. Alors avant de commencer, je voulais te poser la question que j'aime bien poser à tout le monde. Quand tu étais petite, tu voulais faire quoi ou tu voulais devenir qui? Moi, j'ai d'abord voulu être gymnaste professionnelle, puisque je me suis découvert très tôt une passion pour la gymnastique. C'était toute ma vie, c'était la gym. Je pensais gym, je mangeais gym, je dormais gym, tout ça. J'ai fait sortir j'ai fait créer plein d'inventions à mon père. J'avais les barres asymétriques sur la balançoire, une poutre qu'il m'avait fabriquée. Enfin bref, c'était ma vie, quoi. Ah oui, Donc voilà, au début c'était ça. Puis après, j'ai compris que non, ce serait pas mon métier. Et j'ai voulu être journaliste. D'accord. J'aimais beaucoup écrire. Là, je te parle lycée. Ok. J'aimais écrire, j'aimais enquêter, j'aimais me poser des questions, trouver des réponses. Et finalement, tu vois, j'ai fait une école de commerce pour me laisser les portes ouvertes. Ok. Voilà. Et c'était parce que justement t'avais abandonné le journalisme ou c'était plus vraiment par volonté de pas choisir tout de suite? Alors en fait, j'avais pas abandonné le journalisme. Ok. Ça me parlait, mais j'étais pas tout à fait sûre que je voulais faire que ça. D'accord. Et je m'intéressais quand même. J'avais un papa qui travaillait dans la formation professionnelle, j'avais une maman qui était professeure, donc j'ai baigné quand même dans ce truc du développement humain, oui. Du développement du potentiel. Ça me plaisait. J'avais déjà aussi un petit peu en lame de fond ce truc de j'ai envie de créer mon truc, etc. Donc avec tout ça, en fait, c'était pas très précis. Okay. Et je me suis dit, si je fais une école de commerce, je peux toujours redevenir journaliste. Alors que si je vais en école de journalisme, l'inverse n'est pas forcément vrai. Oui. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui raisonnent comme ça, donc je me retrouve bien dans ce que tu dis aussi. Et justement, j'ai une question, parce que tu parles de ta famille, de tes parents, et j'ai l'impression dans ce que tu me disais par rapport à ton rêve qui t'avait quand même bien accompagné, notamment sur la gym. Tu disais que ton père installait dans la maison plein de bars pour pouvoir t'aider. Est-ce que au cours de ton parcours aussi, ils ont été derrière toi et ils t'ont soutenu pareil quand t'as voulu devenir journaliste, est-ce qu'ils t'ont conseillé d'une certaine façon qui a pu orienter ton choix en fin de lycée ou... Mes parents, comme tous les parents, ils ont des qualités, ils ont des défauts. Ils ont toujours, en tout cas, essayé de faire les choses du mieux possible avec ce qu'étaient leurs outils, leurs armes, leurs connaissances. La preuve, sur la gym, c'était ma passion, c'était mon truc. Et puis, ils m'ont permis d'en faire beaucoup. Ils ont fait en sorte que je puisse faire ça. Et mon père qui aimait bien bricoler, quand je disais on peut pas faire ça, qu'est-ce que tu veux pour Noël, je veux que tu me fabriques une poutre à la maison, voilà, il me le faisait, ça lui faisait plaisir, plutôt que de m'acheter d'autres jouets, tu vois. Après sur l'orientation, pas trop en fait. Justement, c'est marrant, j'en parlais avec ma mère ce week-end. Je lui disais mais comment comment cette affaire, parce que je me souviens pas que vous m'ayez jamais rien dit là-dessus. Ah d'accord. Et elle m'a dit non en fait. Moi, je voulais vraiment pas t'influencer, je voulais te laisser faire tes choix, et j'ai jamais eu des parents qui m'ont dit fais ci, fais ça. D'accord.
Et je pense que j'étais une enfant et après une adolescente qui savait ce qu'elle voulait et qui a un peu tracé son chemin au fur et à mesure au gré des rencontres. D'accord. C'est pas eux qui m'ont parlé d'école de commerce. Je viens pas du tout d'un endroit où les gens ont fait des écoles de commerce. Donc voilà, ça a été mon propre chemin et ils m'ont pas poussé ni encouragé peut-être au sens où tu peux l'entendre, allez vas-y, mais ils m'ont fait confiance et ils m'ont pas freiné, je dirais, plus comme ça. Ok. Oui, donc c'était plus, j'allais dire de la facilitation, mais ouais, ils t'ont laissé t'épanouir un peu comme tu voulais. Et du coup, est-ce que tu pourrais, on entend les petites sirènes, est-ce que tu pourrais te représenter et m'en dire un peu plus justement sur comment t'en es arrivé à créer So Many Ways, qui est un peu, c'est pas du journalisme, mais c'est une manière aussi d'aider les gens à répondre à leurs questions existentielles. Ouais, c'est vrai. Pardon. Oh. Bon, petite sirène, je ne sais pas sinon ça donnerait un petit effet. Nous sommes dans nos bureaux, qui sont pas très loin d'une caserne de pompiers, j'y ai pas pensé. Ah oui. Voilà. Alors moi je suis Anaïs Georgelin, j'ai 32 ans, je suis aujourd'hui mon métier, mon quotidien, c'est So Many Ways, une entreprise que j'ai fondée. Notre mission, c'est de donner des clés, les clés à un maximum de personnes pour leur permettre de construire la trajectoire professionnelle qui leur convient, de trouver le job qui leur ira à un instant T et de construire, voilà, étape après étape, un parcours adapté à leurs besoins, leurs envies. Et comment j'en suis arrivée là, écoute, je t'ai donné un petit peu le point de départ. J'ai fait une école de commerce, j'avais à ce moment-là, je sais ce que je voulais pas, je voulais du concret. Donc je voulais plus le truc lycée, prépa, enfin tout ce qui était trop scolaire ne me correspondait absolument pas. Donc t'avais fait une prépa avant l'école de commerce ? Non. J'ai fait une école post-bac à Lille, l'IESEC. Et vraiment, moi j'étais pas du tout scolaire. Enfin, ça allait pour moi à l'école, mais je séchais beaucoup les cours pour aller à la gym, faire autre chose. Je lisais d'autres livres sous la table que ce qu'on m'apprenait à l'école. Enfin voilà, j'étais pas un profil scolaire et je voulais vraiment sortir de ça. Et ce qui commençait à m'intéresser quand même beaucoup à la fin du lycée, c'était les sciences sociales. D'accord. Bizarre pour être allé en école de commerce, mais bon. Mais voilà, l'humain sous toutes ses facettes. D'accord. Et le développement du potentiel. Moi, j'ai grandi dans un endroit vers Creil, au nord de Paris, où la plupart des gens qui m'entouraient, ils étaient là et ils se disaient que ils continueraient d'être là. Ou enfin, en tout cas, il n'y avait pas un champ des possibles qui était très vaste. D'accord. Pour les gens autour de moi. Je te dis, personne ne parlait d'école de commerce. Moi, c'est une rencontre pendant les vacances qui m'a dit tiens, ça a l'air marrant, je vais faire ça. Mais d'accord. Pas, et avec tout ça, je me disais, moi, je sens un petit peu cette flamme en moi qui me dit que tout est possible, qui me dit que si j'ai des rêves, il tient qu'à moi de mettre un pied devant l'autre et puis de les réaliser. Mais je sentais que tout le monde n'avait pas cette petite flamme. Et je voulais trouver un moyen d'allumer cette flamme chez les gens. Et c'est ça qui m'a guidée après dans ma trajectoire. J'ai très vite choisi les filières, les cours RH et sciences sociales disponibles dans l'école de commerce. D'accord, oui. Et j'avais choisi cette école d'ESSEC aussi parce qu'elle permettait d'avoir beaucoup de cours, de semestres à l'étranger. Donc moi j'ai fait 1 an au Chili, j'ai fait 1 an au Mexique, et à chaque fois quand j'étais à l'université là-bas, j'étais beaucoup plus libre pour choisir mes cours. Ok, que quand tu étais en France. Et c'était est-ce que c'était ressenti aussi par tes camarades ou c'était vraiment un... Non, disons, c'était une liberté que tu pouvais prendre. Elle n'était pas assumée, elle n'était pas dite, mais finalement, quand tu avais de l'appétence pour d'autres sujets, la preuve, moi j'ai un diplôme d'école de commerce avec j'ai validé des crédits avec la photographie, avec l'envie se ressent. Avec des cours de sociologie, de psychologie, que j'ai fait au Mexique et au Chili. D'accord. Donc, je me suis un petit peu construit mon parcours à la carte au fur et à mesure avec ces sujets qui me plaisaient, qui m'intéressaient. D'accord. Toujours avec en fond, justement, un peu la RH et cette envie d'accompagner les gens. Voilà, le développement du potentiel. J'ai commencé du coup naturellement dans la formation professionnelle. D'accord. Dans une entreprise que j'avais découverte sur les bancs de l'école et qui faisait de la formation aux soft skills plus précisément. Ah, super intéressant. Voilà, donc tout ce qui est
compétences comportementales, communication interpersonnelle, capacité à collaborer, à travailler ensemble, enfin toutes ces compétences dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais là on est en 2010 quand moi j'ai connu ça, et ça m'a tout de suite, je me suis dit ça fait la différence. Ok. Donc j'ai travaillé dans une entreprise comme ça, et en fait je voulais trop cette boîte, j'ai tout fait pour aller chez eux, ils m'ont prise, et finalement je m'y suis pas retrouvée. Donc ça a été ma toute première désillusion professionnelle, parce que la culture d'entreprise me convenait pas, et puis là je vais te la faire courte, et tu me reposeras les questions que tu veux. J'ai fait 3 jobs en 3 ans, après avoir quitté ce premier job que je voulais absolument, dans 3 entreprises très différentes, des petites, des grosses, dans 2 pays, et j'ai fait 3 métiers complètement différents, à chaque fois avec des questions de quête de sens. Et j'ai fini la veille de mes 25 ans, en burn-out, avec une crise d'eczéma terrible, où j'ai été obligée d'arrêter, et ça m'a fait poser les bonnes questions, et c'est là où je me suis remis sur ma voie, j'ai créé ce métier. Ok. Oui, c'est vrai que 3 ans, 3 métiers et 3 entreprises différentes, c'est assez dense. Et est-ce que, je me souviens dans les différents podcasts que j'avais entendus, tu disais que t'étais partie au Mexique, que t'avais été dans une entreprise après plus orientée sur les énergies, mais que je crois que c'est là que t'as fait ton burn-out, si je me trompe pas. Et je me disais justement, tu vois, dans le premier job que t'as fait, moi, il y a plein de personnes que je rencontre, qui font partie de ma promo, et en fait, qui se retrouvent pas dans leur premier emploi, et qui ont pas forcément je dirais pas forcément ce courage, mais qui n'arrivent pas à quitter leur emploi, mais qui se disent, il faut que j'y reste 2 ans, pour que ça fasse bien sur le CV, pour que ça semble cohérent, et qu'une entreprise veuille bien après me reprendre. Et tu vois, toi, tu me dis que t'as fait 3 jobs en 3 ans, donc la preuve étant que c'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire. Mais du coup, quel a été un peu ton processus de réflexion à ce moment-là? Déjà, en introduction, ce que je dirais, c'est que tous les choix ont leur pour et leur contre. Oui. Mes choix ont fait que j'ai peut-être appris certaines choses plus vite, et je me suis remise sur la voie qui était la mienne plus vite. Ok. Parce que je me suis beaucoup trompée, en fait. Ok. En anglais, on dit fail fast. Fail fast. Learn fast. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Je me rappelle plus la fin, mais c'est ça le concept. Plante-toi vite, parce que comme ça, tu vas vite te remettre quelque part sur le bon chemin. Hein, c'est ça le sens de cette expression en anglais. C'est ça. Moi, je me suis plantée très vite, et un peu dur pour aller jusqu'au burn-out. Au moins, l'avantage, c'est que je me suis remis vite sur mon chemin. Attends, mais t'as fait 3 burn-out? Non, t'en as fait qu'un. Oui. Okay. C'était 3 échecs successifs, et le dernier m'a amené à ça. Ceux qui font le choix de rester un peu plus longtemps auront peut-être vont reculer le moment où ils vont se poser les bonnes questions, mais ce sera un petit peu moins douloureux et peut-être plus facile. Donc voilà, je dirais pas il faut absolument à tout prix faire les choix que j'ai fait. Chaque parcours est singulier, et l'important étant de tirer son propre fil. Oui, mais la question que je me posais, c'était vraiment plus toi, qu'est-ce qui t'a poussé justement à te dire ok, à ce moment-là j'ai peu d'expérience, mais c'est mon premier emploi, et tu vois, je m'autorise à poser madame. Dans ma première entreprise, je me rappelle, c'était la première fois que j'habitais à Paris, c'était loin de chez moi, je mettais plus d'1 heure à aller au boulot, métro, RER, bus, pied, etc. Et j'arrivais là-bas, et je trouvais que les gens c'était gris. Enfin, vraiment, c'était ça, c'était gris, c'était triste. Les gens se plaignaient, les gens étaient pas contents, tous les jours c'était pareil. Enfin, ça manquait cruellement de joie, de soleil, d'enthousiasme, de sourire, de choses qui comptent pour moi. Et je me suis dit, tout simplement, en fait, si je reste ici, je vais m'éteindre complètement. Je suis déjà en train de m'éteindre, et j'ai pas fait tout ça pour que ce soit ça ma vie. En fait, j'avais une forme de... Je peux pas me résigner à ce qu'il y ait aussi peu de joie dans ma vie. Voilà, et donc, je pouvais pas faire autrement, en fait, d'une certaine manière. Je pouvais pas me résigner à ça, j'étais en train de m'éteindre, de devenir malheureuse, et je me suis dit, j'ai pas envie d'être malheureuse. Oui, c'est vrai. Voilà, mais j'avais pas le choix, quelque part. J'étais poussée vers un appel d'autre chose, quoi. Ok.
Ah, c'est marrant, ça me fait penser à... Enfin, tu sais, la description un peu du mythe personnel ou des contes. On parle souvent de ce moment où tu t'entends un appel à l'aventure. Et c'est c'est selon la manière ou non dont tu y réponds, tu commences un peu justement ce cheminement de questionnement. Ouais, oui, c'est bon. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Hein. Ouais. Et est-ce que justement après, quand t'as fait ton burn-out, quelles sont les questions que tu t'es posées pour pouvoir après revenir un peu à cet amour de la RH? Ce que j'allais dire se trouver, mais en fait c'est se retrouver. Et justement par quel processus t'es passé pour en arriver là? Déjà, quand j'ai fait ça, ce qu'il faut savoir pour tes auditeurs, c'est que c'était dans une entreprise sociale. Et que à l'issue d'un cheminement, donc j'ai fait dans les RH, j'ai lâché ça pour aller au Mexique. Au Mexique, j'étais dans un rapport au travail qui me disait écoute, si je veux un peu plus de joie dans ma vie, tant pis, je fais un boulot alimentaire, mais qui me laisse le temps, l'espace, qui est dans un endroit chouette. Donc au Mexique, je sais très bien le vendre sur mon CV, mais dans les faits, c'était l'ennui mortel. Donc j'ai fini par me dire bon, le temps est long quand même et puis je manque de sens. Et c'est là où j'ai plongé dans l'entrepreneuriat social, l'innovation sociale, qui était un univers que j'explorais depuis déjà quelques temps, mais en parallèle. Et j'ai rejoint une entreprise sociale en France. Donc je suis rentrée en France et on était dans l'accès aux énergies propres dans les pays en développement, sur le marché de la finance carbone. Donc t'imagines le grand écart. Ouais, mais sur le papier c'est pas mal. Mais j'étais plus du tout dans l'univers RH et j'avais une fonction de chargée de développement, donc rien à voir avec mes métiers et mes appétences initiales. Mais j'étais passionnée par ce nouveau défi, j'étais pleinement engagée. L'idée d'avoir un sens, de me lever tous les matins pour une boîte qui changeait la vie des gens, ça faisait la différence. Oui. J'étais dans un environnement de travail trop chouette, un coworking avec que des gens engagés dans des entreprises sociales autour. Donc je faisais plein de rencontres extraordinaires et j'étais au top quoi. Et j'ai pas ce qui m'est arrivé, c'est arrivé comme souvent les burn-out, d'un coup tu te réveilles et t'as pas vu le mécanisme qui s'était mis en place. Moi un jour ça n'allait pas, ça allait pas avec mon boss à l'époque, il y avait des pratiques managériales qui étaient contestables. Mais j'étais jeune, j'avais 24 ans et demi et je savais pas trop, je faisais de mon mieux, je comprenais pas ce qui allait pas, jusqu'en fait au jour où je me suis réveillée et j'avais de l'eczéma partout et notamment j'ai perdu les 3/4 de la peau du pied gauche d'une crise hyper forte et qui m'a empêchée de me lever, de marcher et d'aller au travail. J'étais obligée, c'est le corps qui a parlé. Et moi, ça, je l'ai pas vu venir. Donc, avant, t'avais déjà de l'eczéma et c'est revenu... Ouais, je pouvais en faire. J'avais un terreau, mais j'en faisais un petit peu, de temps en temps, justement quand il y avait du stress. Oui, mais c'était déjà un signal faible que tu connaissais et que ton corps cultivait. Que mon corps cultivait, tout à fait. Mais là, ça a pris une ampleur du jamais vu. Vraiment du jamais vu, quoi. Et je savais que ça allait pas, mais j'avais pas mesuré à quel point. Jusqu'à ce que ce jour, en fait, où je me retrouve comme ça, au fond de mon lit, à pas pouvoir aller bosser, et là, tu dois te poser des questions. Donc, le processus démarre là, parce que je me dis, tiens, j'ai 25 ans, ça fait 3 ans que je suis diplômée, j'ai 25 ans dans 2 mois, c'est en octobre, je me rappelle, et moi je suis de janvier, donc ça fait déjà 3 ans que je suis diplômée, j'ai fait 3 trucs différents, là je suis encore dans un truc où je pensais avoir trouvé ce qui me conviendrait, en fait non. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je suis nulle, tu ramènes toutes les croyances possibles et imaginables, tu passes dans le processus ce moment de plongeon absolu dans le dark et les méandres, et en plus ton corps souffre, etc. L'étape 2 de mon côté, ça a été quand même de sentir à nouveau cet appel du bonheur quelque part, et c'est une question de personnalité, de choses comme ça, mais je me rappelle d'un bouquin que j'avais lu, j'ai toujours ça en tête quand j'étais jeune, ado, qui disait ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que t'es tombé en bas et que tu touches le fond, tu peux mettre le petit coup de talon salutaire. Et après tu remontes exactement. Comme dans une piscine. C'est ça, et cette expression elle m'a marquée. À chaque fois que je vais pas bien, je me dis ça, bon c'est pas grave parce que dès qu'il y aura le fond, il y aura le coup de talon. Et assez vite, du coup,
je me suis mis là-dedans. Ok. Mais là, je savais pas pour aller où, faire quoi. Mais j'ai démissionné. Ok. Là, Ah oui, je pensais que tu avais déjà démissionné avant de... Non, là, je suis au fond de mon lit, je suis en arrêt maladie. C'est le médecin que je vois pour ça, il me dit, je vous fais un arrêt de travail. Non, je voudrais. Si. Et c'est elle qui m'a fait prendre conscience que ça n'allait pas au travail, que c'était la cause. Moi, je voulais retourner au boulot. Ah oui, donc même avec ton eczéma au fond du lit, tu disais plus c'est moi plus que c'est mon environnement ou... Ouais, c'est moi, je vais pas... Oui. C'est pas, non, mais il faut que je continue. Enfin, c'est le principe, il faut que je continue, quoi. Oui. Et là, du coup, l'arrêt maladie m'a forcé à réfléchir, à passer par tout ça. Et j'ai commencé à remonter un petit peu la pente en me disant, je vais démissionner. C'était hyper dur. Je me revois en préparation mentale pour ça, surtout que mon entreprise a très mal réagi. D'accord. Donc c'était très dur. Et je suis partie, alors je gagnais à l'époque, je crois, 1400 € à Paris. Et avant impôt à l'époque. J'avais pas beaucoup de marge, les loyers, tout ça, et je suis partie avec 1 mois et demi de salaire. Et j'avais pas d'économie, enfin, j'avais 5 ans, et je me suis dit, il faut trouver une solution, quoi, parce que, certes, si vraiment c'est la galère, je peux retourner chez mes parents. Ils m'offriront le gîte et le couvert. Mais j'ai pas envie. Et c'est ça qui m'a forcé, en fait, d'une certaine manière, d'être au pied du mur. Okay. Partir à l'action, quoi. Très vite à l'action, en fait, hein. Et tu savais déjà vers quoi t'allais te réorienter ou pas du tout. Ok. Et pas du tout. Mon premier truc, ça a été de chercher du boulot. Ok. C'est marrant. Non, mais c'est drôle de chercher quand on sait pas forcément ce qu'on veut. Bah, je me disais, oui, l'entrepreneuriat social, j'étais encore dans ce truc. Un truc qui a du sens, mais le métier, je sais pas. Donc, je me rappelle à l'époque, j'avais postulé chez Emmaüs Défi. La personne m'avait reçu en entretien, elle me pose des questions et je m'effondre, quoi. Enfin, j'étais pas du tout prête à ça. J'étais encore dans le processus d'acceptation de ce qui venait de m'arriver. Enfin, maintenant que je suis chef d'entreprise, je me mets à sa place et je me dirais, non mais elle, jamais je la prends, elle est trop fragile. Mais voilà, il y a eu ça et là, après, je me suis dit, ok, je peux pas me remettre dans un emploi salarié comme ça. Je suis pas prête, ça va pas. Et ce qui m'a beaucoup aidée à l'époque, c'est que je me suis dit, Anaïs, t'inquiète, descends de stress. Si vraiment tu es en galère, tu vas trouver un boulot de service. Ou tu vas trouver un boulot qui est pas du tout dans ta branche, mais peu importe, qui te permettra de te reconstruire, de gagner de l'argent. T'es débrouillarde, tu trouveras. Ouais. Et juste de me dire ça m'a permis de descendre la pression. Ok. Et de prendre un peu plus sereinement les choses. D'accord. Et là, j'ai commencé à me rapprocher des univers qui me plaisaient. Make Sense, à l'époque. Je suis retournée vers ma première entreprise. Et j'ai commencé à travailler en freelance, en fait. D'accord. Pour pouvoir justement te laisser aussi le temps de pouvoir réfléchir et l'opportunité, tu sais, souvent on dit le chemin s'ouvre en avançant. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça. Petit pas par petit pas, t'avances et puis là, il y a des nouveaux possibles qui se présentent à toi. Et c'est ça qui s'est passé pour moi. Okay. Et ça m'a donné le temps de reconnecter, d'explorer plein de choses finalement. De reconnecter avec des environnements professionnels qui étaient enthousiasmants, plaisants, des gens qui m'intéressaient, qui m'élevaient, qui m'apprenaient des choses, qui m'inspiraient. J'ai fait ça plusieurs mois, avec toujours quand même un peu de stress, parce que c'est l'incertitude, le freelance. Et quoi demain? Oui, c'est vrai. Et c'est marrant. Enfin, j'allais dire c'est marrant. Non, mais le fait de quitter son travail, tu disais qu'il y avait ce processus un peu d'acceptation. Et finalement, c'est de se laisser le temps de chercher qui a fait que qu'aujourd'hui, tu t'es dit qu'il fallait aider les gens à trouver du sens au travail. Il y a eu un deuxième déclic que je partage parce que ça peut peut-être aider, que j'ai eu sur le chemin. Je me mettais la pression parce que ça traînait quand même. J'ai passé plusieurs mois en freelance comme ça et je vivotais. J'avais des petites missions à droite à gauche, j'étais payée rien du tout. Enfin, j'apprenais beaucoup, c'était génial, mais je vivotais et il y avait toujours cette angoisse du lendemain, est-ce que je aurai assez d'argent, enfin voilà, des choses basiques. Et ce qui m'a aidée, c'est quand je me suis dit, Anaïs, descends la pression. T'as toute ta vie pour construire ce que t'as envie de construire, devenir qui t'as envie d'être. T'as 24 ans et demi. Oui, ça va. Take it easy. Oui. Et c'est des petits trucs à la con,
mais tu vois, ça fait des années maintenant, ça fait 7 ans, un truc comme ça. Je m'en souviens de ces détails. Oui, qui t'ont aidé à progresser au fur et à mesure aussi et à arriver à sortir la tête de l'eau. Et justement, quand tu parlais du fait que te dire que tu pouvais trouver un job de serveuse, ça t'a fait baisser la pression. Moi, je vois qu'il y a plein d'amis, tu vois, qui veulent démissionner, qui veulent changer de boulot et qui se posent la question justement de cette période un peu de chaos, de flou. Et j'ai l'impression que, en tout cas, en venant d'école de commerce, qu'il y a un peu ce mythe de ton nom, de ton intitulé de job qui est à déconstruire. Et du coup, toi, comment t'as fait aussi pour te dire, ok, j'ai fait ça, mais je peux aussi m'ouvrir d'autres possibles? J'ai pas beaucoup mentalisé ça. D'accord. Déjà, l'avantage, c'est qu'en ayant fait 3 jobs en 3 ans dans 3 boîtes différentes, mon titre, mon machin, mon truc, bon, c'était déjà pas très clair mon CV, donc ça aide, je pense, contrairement à d'autres de tes auditeurs, de tes auditrices qui ont pu être pendant 2 ans peut-être, je sais pas, moi, consultant, des choses comme ça. Mais c'est dans l'esprit, hein, tout ça. C'est à un moment donné, ok, est-ce que je suis heureux ou pas heureux? C'est toujours ça, moi, en tant que personne, pas la société, ce qu'elle dit de moi, pas la vision de la réussite que m'inculquent mes parents. Moi, est-ce que le matin, je me réveille et ça vibre? Est-ce que le matin, je me réveille et je suis contente d'aller faire ce que je fais? Et maintenant que c'est mon cas, putain, la joie que c'est, je veux dire, c'est l'énergie que c'est de se lever tous les matins en disant, je suis contente d'aller au travail, je suis contente de faire ce que je fais, je suis contente de voir mes collègues, je suis contente. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, t'arrives à plus t'écouter et à savoir écouter ton corps, savoir si ça va le matin, si t'as pas d'énergie, à être plus indulgente avec toi-même? Ou est-ce que t'as encore des fois un peu ces phases de pas forcément de gros down, mais de questionnement? J'en ai d'autres types, parce que je pense que les questionnements, ils sont là pour toute la vie. C'est bien de se dire aussi, en fait, c'est un chemin d'une vie entière. Et il n'y a pas un moment ça va pas, un autre moment j'ai réussi. C'est un cheminement. Évidemment, là je te parle de quand j'avais 24 ans, j'en ai 32, j'ai fait beaucoup de chemin, j'ai créé une entreprise, j'ai une dizaine de salariés, j'ai plus les mêmes questions, j'ai plus les mêmes problématiques, mais j'en ai d'autres. Je vais avoir celle de créer sa boîte, c'est génial, c'est une aventure extraordinaire, mais tu travailles beaucoup. Pas de secret. Et moi, les questionnements que je vais avoir, c'est est-ce que c'est beaucoup là, c'est trop. Si j'écoute mon corps, je suis en train de l'épuiser quand même. Il y a des périodes, c'est très très intense. Et je tire sur la corde et je sens que j'arrive. Alors, j'ai pas refait le burn-out depuis, donc je vois la limite quand même. Mais il y a des moments où je sens que je suis vraiment à la limite. D'accord. Mais tu connais justement un peu tes différentes étapes et tu sais... Je sais mieux en tout cas. À ce stade, je ne peux que te dire que je peux te dire que oui, parce que je suis pas retombée dans un excès trop grand, mais je suis très consciente d'avoir été plusieurs reprises depuis 5-6 ans que je suis entrepreneur à la limite. D'accord. Et je reste très attentive à ça parce que je pense que c'est au moment où tu dis non mais c'est bon, j'ai tout compris, que tu bascules. Ouais, mais c'est intéressant aussi, je pense que c'est important de l'entendre, de dire que c'est un processus de remise en question, d'apprentissage, qui se fait aussi sur plusieurs années, et qu'on n'en a jamais vraiment terminé. Parce de ce que j'entends souvent, les gens ont l'impression que, tu vois, tu quittes ton travail ou tu changes de vie et tout d'un coup tout va être plus rose, tout va être meilleur, alors que finalement c'est aussi un travail qui vient de toi. Il faut accepter de passer par le chaos et l'incertitude et le bas en fait. Je connais personne. C'est nous quand on accompagne les gens dans ce processus, on prend souvent la courbe de deuil en référence. Oui, j'y pensais depuis tout à l'heure. Je me disais c'est marrant, ça ressemble beaucoup à la courbe du deuil. Donc la courbe de deuil, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez regarder plus en détail sur internet, mais qui te dit que tu passes par différentes phases et elle fait une courbe qui descend puis qui remonte et qui remonte au stade supérieur à l'endroit où elle était initialement et qui t'oblige à passer par plusieurs émotions, la tristesse, la colère, le déni pour démarrer et après à pouvoir reconstruire. Ça fait des années maintenant que j'accompagne des gens dans des processus de reconversion. Tout le monde passe par ça.
Ouais, mais c'est rassurant de se dire ça aussi. Et j'imagine que c'est aussi pour ça que t'es passé par la phase de l'accompagnement collectif pour Sominué, parce que j'ai l'impression que aussi souvent t'as tendance à te sentir seule. Enfin, je sais pas comment toi t'étais quand tu étais dans ton lit en PLS, mais souvent j'ai l'impression, je me dis, on n'ose pas forcément en parler autour de soi, et moi je reçois souvent des messages de personnes qui ont l'air d'aller très bien, qui me disent mais je me pose plein de questions, ça va pas forcément, et je me dis c'est important finalement d'avoir une oreille attentive, ou du moins d'être avec des personnes qui nous ressemblent quand on est je pense surtout quand on est dans la phase de reconstruction. Oui, tu vois, moi je me suis sentie très seule à l'époque. Je pense que en plus aujourd'hui les sujets sont beaucoup plus abordés quand même qu'ils ne l'étaient à l'époque. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans ce processus-là actuellement qu'il y a 7-8 ans. En tout cas, c'est plus assumé. Et je me suis sentie seule, et quand j'ai commencé à démarrer l'aventure, on crée des événements autour du sens au travail, du questionnement professionnel. On était en 2015. Et les gens nous disaient tous, ça fait du bien, je me sentais seule. Donc oui, on se sent seul alors qu'on est des dizaines, des centaines de milliers en France. À chaque instant, on se pose ces mêmes questions, en fait. Donc c'est clé. Et la deuxième partie de ta question, que m'évoquait ta question, c'est dans la courbe de deuil. Il y a ce moment qui est difficile, et nous on dit toujours, il faut, pour dépasser ça, créer ton camp de base. Parce que de toute façon, tu vas passer par ces moments qui sont difficiles. Ok. Et ce qu'on appelle nous le camp de base, c'est les sources d'énergie et les personnes ressources qui vont pouvoir t'aider à ce moment-là. Et on est toujours, faut l'anticiper. Avant d'y être, écris quelque part, c'est quoi ton camp de base. Ok. Et c'est quoi tes activités, tes lieux ressources qui vont t'aider dans ces moments-là. Parce qu'au moment où t'es dans le DAM, tu vas tout voir en noir et tu verras même plus que c'est ça qu'il faut que tu fasses, ou vers ces personnes qu'il faut que tu te tournes. D'accord. Donc c'est vraiment penser un peu à, mais si je ressens ça, telle personne peut venir. Qui peut m'aider. Peut m'aider. Qui peut m'écouter. D'accord. Qui peut être présent pour moi. Et parfois, c'est pas les gens qui sont les plus proches de toi dans ta vie quotidienne qui sont les bonnes personnes pour ce moment-là. On pense à ta famille, ils ont, par leur propre peur, leur propre projection, ils vont te dire, non, mais garde ton job, continue là, parce que c'est plus sûr. C'est coup classique. Ton mec, ta nana, ton conjoint, peut aussi être dans ses propres convictions, ou pas avoir envie d'entendre, ou toi t'as pas envie de lui partager tes peurs, tes doutes pour l'image que ça peut renvoyer. Certains de tes amis vont être peut-être plus négatifs ou face à ça. Donc il faut bien choisir qui peut t'aider. Ok, ouais, mais ça, en soi c'est super chouette aussi de se dire que c'est pas forcément quelqu'un de ton premier cercle. Ça te force aussi déjà à sortir un peu de ta zone de confort pour commencer à creuser un peu plus dans ce qui peut être ton futur demain, et des personnes qui peuvent t'inspirer aussi. Chez So Many Ways, on parle beaucoup de la légitimité de l'inconnu. C'est-à-dire pour nous, on fait des parcours d'accompagnement collectif, comme tu disais, et à l'intérieur de ce collectif, t'as des gens que tu connais pas, et qui peuvent devenir, du coup, dans ces moments de vie-là, tes meilleurs alliés pour vivre ça, parce que justement, ils sont inconnus. Donc tu t'ouvres davantage, tu oses davantage poser des vulnérabilités, parce que tu t'en fous de leur jugement, en fait. C'est pas ton mec, c'est pas d'accord, je vois. Et qu'en plus, ils voient des choses que des gens qui te connaissent depuis toujours ne voient pas forcément. Oui. Parce que t'es pas la même personne à 20 ans que tu l'étais quand t'avais 10 ans, et tu seras pas la même à 30 ans. Et les gens qui t'ont connu depuis longtemps, ils ont parfois du mal à se détacher de qui tu as été. Ah oui, effectivement. Je viens d'avoir un déclic. Ah mais oui, effectivement. Et c'est vrai que, moi j'appelle ça, c'est l'effet voisin ou voisine de train, où tu passes un voyage, tu lui parles, et en fait ça remet en question des fois toute ta vie. Mais tu sais pas forcément. Et est-ce que justement les gens gardent contact après les parcours pour s'accompagner sur la suite des opérations, ou est-ce que ça reste quand même quelque chose de très concentré dans le temps? Non, il y a tout. C'est une question de personnes, de rencontres. Il y a des gens qui se suivent beaucoup, il y en a d'autres qui arrêtent à la fin. Il y
on anime la communauté des anciens, donc il y a des points de rencontre réguliers qui sont proposés après, qui sont pas forcément les gens de ta promo, donc on rencontre d'autres. Enfin, il y a plein d'histoires. Ah, mais c'est super chouette de dire que ça crée aussi des liens entre les gens et des histoires de vie qui se créent. Et des histoires d'amitié parfois très très fortes. Oui. Il y a plein de choses qui se passent. Bah parce que tu traverses les mêmes périodes de vie aussi. Et c'est intéressant, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, sur le fait que on assume plus le fait qu'on est un peu dans le chaos, qu'on est un peu paumé aujourd'hui et que c'est une question d'acceptation. Et est-ce que tu penses que... Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent, tu vois, je pense, dans vos offres B2B, tu disais que vous faisiez c'est de l'accompagnement à la transformation culturelle. Tu me dis si je me trompe. Et du coup, les entreprises ont conscience de cette quête de sens des générations plus jeunes, mais je pense qu'avec le Covid, tout le monde passe un peu par là. Mais est-ce que les gens ont se sentent plus légitimes aussi à dire qu'ils se sentent pas forcément bien dans leur job? Le sujet avance, clairement. Parce que, en 2015, je reviens là en 2014, quand je démissionne, je me pose toutes ces questions, c'est très confidentiel. En 2015, quand je me lance sur le sujet, on cherchait un business model, une manière de fonctionner, les boîtes t'arrivaient, ils disaient non, mais moi, je veux pas que les gens se posent ces questions-là. Oui. Après, ils vont tous se barrer, on n'y était pas. Il y avait quelques précurseurs qui commençaient à se poser ces questions-là, puis petit à petit, c'est monté. Et là, le Covid, en ce moment, ça a tout rebousculé. Donc là, les boîtes, on se parle, au moment d'enregistre, on est en septembre fin août 2021. Je suis déjà en septembre. On va voir, la rentrée va être épicée, je pense, sur ce sujet, parce que les gens étaient loin des yeux, loin du cœur pour ceux qui pouvaient être en télétravail. Il y a eu l'été là-dessus. On va voir comment ça repart. Et les boîtes sont obligées, du coup, aujourd'hui, de prendre le sujet au sérieux. Et c'était pas le cas il y a quelque temps. C'est plus l'affaire de 2-3 personnes comme ça dans ta boîte. Non, c'est un mouvement de société, de quête de sens, d'envie de travailler autrement et différemment, et elles sont obligées maintenant. Non, mais c'est intéressant parce que, ça m'a fait écho à une discussion que j'avais eue avec des personnes de mon école. Et pour eux aussi, c'était un peu ces mêmes questionnements de ok, on sait que des gens se posent des questions, mais on n'a pas l'impression que c'est un mouvement auquel on est forcément censé répondre ou qui est devenu majoritaire aujourd'hui. Et donc finalement, c'est peut-être quelque chose qui est en germination et qui passera d'abord par le travail, peut-être, avant de glisser vers l'éducation. Eh ben, c'est intéressant que tu dis ça parce que tu vois, moi, à la base, quand j'étais en freelance, si je reprends mon parcours, et je savais pas ce que j'allais faire, j'avais toujours cet attrait, puis j'étais passée par ça. J'avais plein de gens autour de moi qui commençaient, une fois que j'ouvrais la boîte de Pandore, à me dire mais moi aussi je me pose des questions. Donc c'était le début, je voyais que j'étais pas toute seule en fait. Et je me suis dit mais c'est terrible parce que ce que je traverse, on l'a pas appris à l'école. Oui. Et j'étais convaincue que c'était des compétences qu'il fallait développer, des compétences de rebond professionnel, de capacité à piloter une trajectoire en fonction d'aléas, d'inconnus, enfin bref, de construire son propre parcours, et que ça on l'apprenait pas à l'école. Et pourtant, on allait être dans un monde où, qu'on le veuille ou non, on allait tous devoir changer plusieurs fois de métier, plusieurs fois d'entreprise. Il y a tous ceux qui le voudraient parce que je veux vivre plein d'expériences, je veux voyager, je veux, croquer la vie et toutes ces possibilités. Et il y a l'autre partie des gens qui veulent pas forcément, mais qui n'ont pas le choix. Mon métier disparaît, les choses évoluent, ça va de plus en plus vite. Et je me suis dit, on est quand même dans ce contexte-là, et on n'a pas appris à gérer ça. Donc on l'apprend en se cassant les dents. Et je me dis, c'est un sujet mais de santé publique, il faut que tout le monde l'apprenne. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais j'ai du mal à voir justement comment les écoles peuvent... Enfin, moi, je sais que j'en parle très régulièrement avec mon école parce que c'est mon sujet de mémoire et ça me tient énormément à cœur. Mais c'est une tendance qu'ils voient, mais à laquelle ils répondent pas encore.
Et justement, c'est des choses qu'on nous dit en cours, mais de façon très tranquille, sur le fait qu'on va avoir 13 métiers dans une vie, que 60% des métiers de 2030 n'existent pas, mais derrière, il n'y a pas forcément d'action qui est prise. Et je me demandais comment on pouvait enseigner aux gens, ne serait-ce que déjà d'accepter que notre trajectoire professionnelle sera un peu plus chaotique, qu'il faut se détacher de la cohérence, etc. Je ne sais pas. Quelques petits exemples. Bon, déjà, c'est bien parce qu'on vous le dit, 13 métiers dans un vie, 60% qui vont disparaître, mais on le disait pas, hein. Donc ça, c'est déjà d'accord, c'est déjà un progrès. Moi, ce qui m'a marqué à l'époque, parce que j'en étais là du constat, et je commence à explorer ça, les pédagogies alternatives, enfin voilà, très centré sur l'éducation, la formation, pour le développement du potentiel, ce que je t'ai dit qui était mes premières amours, hein. Et je tombe sur une école. C'est un modèle finlandais qui s'appelle Team Academy, donc Team comme équipe. D'accord. Je sais pas si ça existe encore, je pense. Et c'était une école d'entrepreneuriat par l'entrepreneuriat. Donc en gros, les personnes qui venaient là avaient pas de cours, pas de prof. Ils montaient des projets en équipe et ils avaient des coachs qui les aidaient à débriefer leurs apprentissages. D'accord. Il y a eu une duplication, ça dit pas vraiment, mais une réplication plutôt, de ce modèle-là à Strasbourg, à l'époque, à l'UM Strasbourg, l'école de management de Strasbourg. Et j'ai passé un peu de temps là-bas parce que ça me fascinait. Je suis allée voir, observer, regarder, passer du temps en immersion. Et ce que je me suis dit, d'ailleurs pour la petite anecdote, s'il voulait un prof ou un expert, il devait faire une lettre de motivation. Tout était inversé. Ah, c'est génial. Ouais. Ok. Mais c'est très, pour avoir fait un échange en Finlande, c'est très finlandais. Ouais. Et en fait, pour avoir passé du temps avec eux, je voyais ces jeunes qui avaient 20 ans à l'époque à peu près, et je me disais, je suis sûre qu'ils ne deviendront pas tous entrepreneurs. Ça, je le sens. Ils n'ont pas tous cette fibre-là. En revanche, ce qu'ils ont appris là, en termes de skills, leur permettra de rebondir dans plein d'endroits. Et c'est de ça dont on parle. Quand après, on parle de gérer sa trajectoire professionnelle, c'est ça. Et je me suis dit, c'est quoi les principes actifs qui me font dire ça? C'est ça que j'ai essayé de documenter, de décortiquer. D'accord. C'est de la connaissance de soi, de la capacité derrière ça, de réflexivité. Donc de se mettre en mode girafe, comme on dit, de regarder les choses de haut sur soi-même et de se dire, ok, pourquoi je me sens comme ça là-dedans? Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas? Comment je réagis? Comment je peux? Enfin voilà. C'est de la capacité d'action, d'être capable de se mettre en mouvement. Pour oser expérimenter, enfin ça touche à la confiance en soi, et tout ce processus itératif, j'apprends, qu'est-ce que j'apprends sur moi, qu'est-ce que ça me dit sur la suite, et j'ajuste. Je fais, j'apprends, j'ajuste, je fais, j'apprends, j'ajuste. Enfin, l'itération, quoi, qu'on peut avoir dans les cours d'innovation, les cours de design thinking, mais appliqué à ta propre trajectoire. Ok, oui. En fait, j'ai l'impression que ce qui manque, enfin de ce que j'entends, c'est la dernière étape dans les écoles. Parce que souvent, on nous apprend l'entrepreneuriat, quelles sont les qualités pour être entrepreneur, mais on nous donne pas forcément les clés pour l'appliquer après dans nos vies professionnelles. Et le transposer. Et tu vas... là, c'était... Au mieux, de mon temps, en tout cas, à l'école, on te faisait faire un projet collectif, il fallait faire un business plan, faire un truc, c'est génial. Enfin, moi, j'adorais, j'avais déjà cette fibre de l'entrepreneuriat, donc et t'apprends plein de choses en travaillant en équipe, sur toi et tout. Mais t'as pas le coach qui est là et qui dit à la fin en débrief. Ok. Qu'est-ce que ça vous dit de vous? Qu'est-ce qui à l'intérieur de ce projet vous plaît moins? Quel rôle vous avez joué? Qu'est-ce que ça vous dit pour la suite de votre trajectoire? Ok, du coup, tu écartes le fait d'aller vers des postes, des trajectoires professionnelles avec beaucoup d'analyse parce que t'as vu que t'étais meilleur à travers ça, dans le fait de fédérer. Enfin, tu vois, tout ce questionnement actif à chaque étape qui t'aide à prendre du recul. C'est génial. Et à valider ou invalider les options. Moi, je crois beaucoup en ça. Et à l'époque, pour donner la fin de l'histoire, moi, je voulais monter ça. Des écoles comme ça. Et je me suis retrouvée en explorant le business model, tout ça, un peu bloquée, parce qu'en France, les diplômes, les machins, enfin, c'est super compliqué. Et quelqu'un m'a dit, à l'époque, si tu veux changer l'école primaire, il faut remonter la chaîne.
C'est parce que c'est quand le monde du travail change que les universités changent, parce que c'est pas les mêmes attendus. Et le but, c'est qu'elles veulent coller aux attentes des boîtes pour former leurs diplômés. C'est ça leur incentive. Oui. C'est quand les attentes de la fac changent que les attentes du lycée changent, etc., etc., etc. Et donc, je me suis dit, ok, de toute façon, je vois pas le business model de l'école supérieure que je peux monter. Je vais redémarrer du monde du travail. Oui, mais ça fait sens, en fait. Il est en train de me dire oui. Je n'ai pas dit mon dernier mot sur le fait de créer une école. Je n'ai juste pas démarré par là. Créer une école ou créer des programmes qui seront mis dans les écoles. Hein, un peu. Oui. Je crois même d'ailleurs plus en ça qu'en la première solution. Oui, mais c'est le fait de prendre le bon maillon de la chaîne pour pouvoir après avoir un impact et un petit effet ricochet partout. Et après, tu vois, il y a quand même, quand on se dit ça, un truc qui est hyper important, c'est d'avoir des espaces d'expérimentation. Donc, chez Team Academy, ils pouvaient être là-dedans parce que tu avais beaucoup de passages à l'action. D'accord. Leur vie, c'était d'entreprendre. Tu as une matière à débrief tout le temps. Ah, t'as monté un projet dans la cosmétique, ça marche pas, pourquoi? Est-ce que c'est le métier qui te parle pas? Est-ce que c'est le rôle que tu joues dedans? Enfin, et tu décryptes et tu comprends, puis t'affines. Et ils avaient 3 ou 4 ans pour faire ça, t'imagines? C'est génial. Pendant 3 ou 4 ans, t'itères. Oui. À la fin, forcément, tu te connais beaucoup mieux et tu sais mieux ce qui te correspond. Nous, dans nos cursus, soit t'as du cursus initial avec quelques stages, et t'as pas le débrief, soit t'as de l'alternance, mais c'est 1 an, 2 ans au même endroit. Donc, trouver la manière de te permettre d'avoir les espaces de réflexivité et de mise en action derrière dans le cursus scolaire, ça induit de repenser complètement le cursus scolaire. Ah, je vois. Mais c'est ultra intéressant. Mais par contre, j'ai une question par rapport plus à l'approche. Parce que tu vois, en Finlande, je trouve qu'ils sont très... Enfin, je n'ai même pas de terme, mais ils sont très progressistes, très bienveillants dans leur manière d'aborder les choses. Et moi, j'ai fait un échange quand j'étais en école, donc c'était déjà assez âgé. Mais j'avais l'impression qu'ils laissaient aussi beaucoup de liberté aux étudiants. On nous enseignait beaucoup la confiance. Alors qu'en France, j'ai pas forcément ressenti ça au fur et à mesure de... On n'a pas la même culture, c'est clair. Et puis tu le retrouves après dans le monde du travail. Moi, j'adore cette expression. J'interviens beaucoup auprès de chefs d'entreprise sur les attentes des jeunes, les enjeux du monde du travail, etc. Et je leur parle toujours de la confiance, de faire confiance. Et il y en a toujours un pour me répondre la confiance n'exclut pas le contrôle. Et je rigole à chaque fois. Je leur dis donc vous ne faites pas confiance. Si vous avez confiance, vous n'avez pas besoin de contrôler. Je me joue des mots, mais c'est magnifique cette expression qu'on a en France. Ça dit beaucoup sur nous. Oui, la confiance, mais ça n'exclut pas le contrôle. Oui, mais quoi. Oui, c'est vraiment ça. Et on sait que tout ce qui vient avant le mais n'est pas forcément pensé, du coup. Donc, c'est culturel. C'est clair que tu vas dans les pays nordiques qui sont réputés pour ça, ou tu vas même dans les cultures anglo-saxonnes. La manière de vivre le travail et de faire confiance ou pas, c'est très différent chez nous. Et est-ce que... tu vois, on essaye souvent d'importer un peu le modèle américain des startups, de l'entreprise, des façons de fonctionner. Et donc, est-ce que tu penses qu'on peut arriver à se l'approprier à la française et à créer, après le système dont tu parlais aussi de développement étudiant qui irait avec et développer plus de confiance? Ou est-ce que ça demande une transformation structurelle énorme? Comme tous les changements systémiques, c'est complexe. Enfin, c'est un changement systémique pour faire ça. Donc il y a plein de petites choses à changer. Et si tu les changes pas toutes, le système bougera pas. Donc je suis pas sûre d'avoir une réponse complète. Mais quelques pistes que je vois. En France, on est très protectionniste. Je suis ravie de vivre dans un pays qui nous offre ça. Je veux dire. On a beaucoup de chance, et que jamais qu'on l'oublie. Mais du coup, parfois, on prend un peu moins de risques, on est un peu plus râleur, on prend un peu moins nos responsabilités que dans d'autres pays. Tu vas en Angleterre, pendant le confinement, le Covid, j'ai plusieurs amis qui bossaient en Angleterre, je peux te dire que le matin, t'arrives, on te dit c'est fini, ce soir tu pars, mais tu reviens pas. C'est dur, mais comme toutes les épreuves, ça te force à aller développer des nouvelles skills et des nouvelles habilités. Et là, on va tomber sur des sujets politiques quelque part au sens
Je pense qu'on a un vrai enjeu en France à aller vers ça. Pour notre compétitivité, en tant que pays, on va se faire dépasser sinon, parce que si nous on s'endort sur nos lauriers avec la protection de l'emploi, à défendre des droits du siècle précédent, mais en fait à un moment ça marchera pas quoi. Tu vois, si partout ailleurs les métiers ils changent de plus en plus vite, il y a de plus en plus de mouvements, et nous on est là, on dit non, nous on veut pas y aller, parce que c'est pas la ramasse. Oui. Donc c'est un vrai enjeu. Inventer le modèle à la française, ce serait encourager ça au sein des entreprises, tout en gardant un peu de protection, le filet de sécurité. Et d'une certaine manière, ça peut paraître contestable, mais on a le chômage. Oui. Le Pôle emploi est le premier financeur des créateurs d'entreprises en France. Bah oui, parce que c'est pas pareil de créer une boîte quand tu as 2 ans de chômage ou pas, c'est pour ça que tu veux ta retraite, comment faire. Pôle emploi est aussi, peut-être, alors je m'avance, mais on en parle beaucoup avec les chefs d'entreprise, ça les rend fous, le premier financeur des tours du monde. Alors avant le Covid. Ah oui, je pourrais avoir une rupture conventionnelle, comme ça je vais aller faire un voyage. Oui. Je vais pas rentrer dans le c'est bien, c'est mal, on a un système qui est comme ça. Mais du coup, si on va vers ce système-là, pourquoi pas encourager faciliter le fait que tu aies accès à tes droits de chômage pour faire vivre une exploration professionnelle. On a eu des réformes en ce sens. Là, sur le gouvernement actuel, sur le gouvernement d'Édouard Philippe. Là. Oui. Et ça va pour moi, je suis vraiment pour ce type de mesures, mais elles sont encore trop restrictives. Il faut que tu saches quel projet tu veux faire pour pouvoir utiliser tes droits au chômage pour faire ton projet d'après. Mais non, justement. Oui, je ne sais pas. Il faut se laisser le temps, justement, d'explorer. Voilà, d'accepter le chaos dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Donc c'est l'étape d'après. D'accord. Et là, je suis vraiment pas du tout au stade du concret. Je suis plutôt au stade de l'idée, d'une ouverture de réflexion, mais je prétends pas avoir redescendu ça. Oui. Non, mais c'était vraiment une question qui découlait de toute la discussion qu'on avait avant, et c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question, ne serait-ce que des maillons, mais ça fait sens de se dire que aussi une fois qu'on aura redéfini notre définition du risque professionnel, on l'enseignera différemment après à la maternelle, etc. Mais on le voit déjà, je pense, avec les écoles Montessori, où les personnes expérimentent déjà beaucoup plus dans leur enfance que d'autres et ont l'opportunité je pense, de devenir des êtres humains un peu plus équilibrés. Et on creuse du coup les inégalités, parce que Montessori, ça coûte une thune. Alors il y a plein d'écoles comme ça alternatives qui sont très attentifs parce que leurs fondateurs, leurs fondatrices sont dans leurs valeurs, l'équité, et sont un peu malheureux de pouvoir faire ça que pour une partie de la population. Ou mettre en place des bourses, des quotas, des machins, mais ce sera jamais le modèle dominant, et du coup on creuse les inégalités. C'est apprendre ces compétences-là, ces skills-là, c'est un atout pour la vie qui est énorme. Qu'on sous-estime un peu, je pense, mais qui est énorme. Et ça veut juste dire que si c'est le système alternatif, après ça commence toujours comme ça, qui a droit? J'allais dire, c'était ma dernière question, mais plus par rapport justement à tout ce qui est... j'aime pas le terme privilège, mais en soi, c'est un peu ça. Je me demandais, justement, dans ces questions de sens, l'autre jour, j'en parlais avec mes parents, qui savent que je suis paumée, et qui me disaient que c'était aussi des revendications de personnes qui sont privilégiées sur la pyramide de Maslow. C'est quand même, t'es déjà au top quand tu peux te poser ces questions de sens. Voilà, c'est la même chose avec toutes les questions d'éducation pour commencer à façonner une trajectoire un peu alternative. Et donc comment tu visualises à horizon, je sais pas, 50, 100 ans, comment tu visualises un peu la démocratisation de ces questionnements-là? Moi je suis alignée, je le dis toujours, faut pas oublier que la quête de sens c'est un luxe qui appartient au haut de la pyramide de Maslow. Pourquoi on en parle de plus en plus? Déjà parce qu'on est en France, donc on fait partie des pays, si tu prends l'humanité, qui est quand même, si tu raisonnes à l'échelle du pays, qui est en haut de la pyramide de Maslow, pas les autres, mais voilà.
tu prends les je sais plus combien de milliards on est maintenant, 9 déjà. 7,5, 8, je sais plus. Parce que moi j'en suis restée bloquée, ce que j'avais appris à l'école c'était 6 milliards, mais je sais que ça augmente de manière. Oui, je sais plus. Bon bref, on est beaucoup. La proportion, quand tu prends des pays développés qui sont hauts, c'est que dalle. Et nous on en fait partie. Et en plus, sans doute que toi comme moi, à l'intérieur de ce pays qu'est la France, on fait davantage partie de ceux qui ont pu être en haut de la pyramide. Par l'accès à l'éducation qu'on a eu, par ce que notre famille nous a transmis, etc., etc. Et être en haut de la pyramide, moi je trouve toujours important de se dire ça en France, c'est pas qu'une question de diplôme, etc. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de mire pour se poser cette question existentielle. Je m'explique. Est-ce que le métier que j'ai choisi, il y a du boulot? Je peux être serveur, je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'ai peut-être même pas le bac. Donc j'ai pas un niveau de diplôme super élevé. Sauf que il y a du boulot partout. Et donc, si ce que toi tu m'offres, ça ne me plaît pas, eh ben je vais aller ailleurs. Ah, et tu te donnes le droit, et tu le sais quand tu arrives que tu peux aller ailleurs. Je prends un inverse. Tu prends une personne qui a fait un doctorat en histoire de l'art et qui veut pas être prof, il va avoir plus de mal à assumer ces questions-là. Ça veut pas dire, c'est ça aussi que nous dit Maslow, qu'ils se les posent pas. Ça veut dire qu'elles ne sont pas prioritaires. C'est vrai. Maslow, il nous dit, c'est les 5 besoins qui font notre humanité, en gros, avec en bas les besoins physiologiques, manger, boire, et en haut, le besoin d'accomplissement. Transposé au monde du travail, en haut, c'est la quête de sens. On a tous ces besoins-là, en Maslow, mais tant que t'as pas comblé ceux du bas, ceux du haut, c'est un ordre dans lequel tu les réponds, tu vois. Mais ton besoin d'accomplissement, ton besoin d'estime dans la pyramide de Maslow qui sont en haut, c'est ce qui nous différencie des animaux. C'est qu'on a ces besoins-là. Donc c'est pareil. Sauf que, tu le mets pas sur la table, tu l'assumes pas, tu le traduis pas en comportement, si les besoins du dessous sont pas répondus. D'accord, oui, donc c'est vraiment une question de processus et de poser des fondations qui sont aussi solides pour arriver à la quête de sens. Tu peux être en haut et donc avoir accès à la quête de sens. Parce que papa, maman ont de l'argent, t'ont mis là et que quoi qu'il arrive, tu peux faire demi-tour, tu peux retourner chez eux ou t'es héritier, tu vois. Parce que t'as un diplôme qui te permet de retrouver facilement du travail, que t'as été équipé, outillé pour ça. Parce que t'as un métier où il y a du boulot. Oui. Parce que tu as confiance en toi. Et ça, c'est le dernier point. Toute chose égale par ailleurs. Moi, j'ai des exemples très précis en tête, en plus, de mecs qui étaient au collège avec moi, à Creil, au collège ZEP, qui ont fait la même trajectoire, les mêmes lycées, qui ont choisi des voies professionnelles qui sans beaucoup de diplômes, mais t'en as un qui a une confiance en lui, et ça va toucher à la personnalité, ou aussi à comment on t'a construit et élevé en tant qu'enfant, il va accéder beaucoup plus vite à ces questionnements-là. Ok. Ah, j'avais pas du tout, dans mon esprit, j'aurais pas mis la confiance en soi justement sur les choses qui pouvaient nous permettre d'accéder à la dernière étape, mais effectivement. Mais qu'est-ce qui fait, parce que quête de sens, c'est quête d'épanouissement, c'est être heureux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'autorises à sauter dans le vide en disant j'ai le droit d'être heureux? Tu dis que t'es là pour te rattraper. Bah ouais, à un moment, oui. Ça rentre aussi en ligne de compte. C'est vrai. Ah, mais c'est une super conclusion. Écoute, merci beaucoup Anaïs. C'était super riche. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci à toi.